Je sais pas si ça vous plaît comme baraque. Ça vous plaît? Les Whirlpool, où est-ce qu'ils sont les Whirlpool? Ils sont là. Ça vous plaît comme baraque ou pas? Ça vous tente? Donc là, il y a un terrain de tennis. Est-ce qu'on peut déplacer avec la souris? Tu peux nous montrer le terrain de tennis? Il y a des frais d'entretien. Il y en a une, celle de droite, ça doit être pour monsieur. Celle de gauche, ça doit être pour madame, là, je pense. Il y a une piscine intérieure, on la voit pas. Le jacuzzi, eux, ils l'ont. C'est pas comme à Fakir. Il doit y avoir une quarantaine de chambres là-dedans. Alors, si on peut faire un zoom arrière, on va voir qu'il y a un truc sympa aussi. On va voir qu'il y a un truc sympa. Tu peux me faire le zoom arrière? Ah, voilà, il arrive, le zoom arrière. Là, vous voyez, c'est accès direct à la plage. C'est sympa comme baraque, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça appartient à Jeff Fettig, cette baraque. Ça vous dit quelque chose ou pas? Vous voyez, c'est tout le problème, c'est qu'on ne connaît pas le nom de nos maîtres aujourd'hui. Et William McNabb, ça vous dit quelque chose ou pas, William McNabb? Non, ça vous dit rien. Vous voyez, je vous avais peut-être pas fait attention quand vous êtes rentré là-bas sur le parking, mais juste en face, là-bas, il y a un château. Vous l'avez vu? Qui l'a vu? Il y a ceux qui connaissent. Bah, vous ferez gaffe, vous relèverez le nez sur le parking, derrière la patinoire, vous verrez le château, c'est un château des Frères Saints. Et il y en avait plein des châteaux des Frères Saints, et ce qui fait que ici, dans le coin, dans les usines des Frères Saints, les salariés, il y avait immédiatement un rapport entre une proximité entre les taudis et les châteaux. Vous voyez? De la même manière, quand on va au cimetière de Flixecourt, vous avez des grandes chapelles, et à côté, vous avez des gens qui sont enterrés à même le sol. Vous entrez dans l'église, vous avez un petit carré qui est réservé pour les riches, où il y avait les petits coussins molletonnés, et les autres, eh ben, c'était sur des sièges en paille. Et donc, la proximité comme ça de ces riches et de ces pauvres, ça faisait que les manifestations, elles se terminaient systématiquement devant le château en cortège. Et ça fait qu'il y a 2 châteaux qui ont brûlé quand même dans le coin. Vous voyez, il y avait une proximité entre ça qui permettait une révolte. La difficulté, là, c'est qu'il y a une disjonction géographique entre les travailleurs, entre le travail et le capital. Parce que la baraque que vous avez vue, ah ben là vous voyez le bonhomme, ça c'est Jeff Fettig. Qui est Jeff Fettig? C'est le PDG de Whirlpool. Et vous voyez, le fait qu'on ne connaisse pas son nom, qu'on ne sache pas où il habite, ça a des effets politiques. Parce que les salariés de chez Whirlpool, ils ne voient pas tous les matins où va la plus-value. La plus-value, le salaire de Jeff Fettig, donc vous voyez, on bosse un petit peu de temps en temps, il touche 1,5 million grosso modo de salaire annuel, 2 millions de bonus annuels, 10 millions de revenus sur stock options, soit un total de 13,5 millions à peu près. 13,5 millions, si on divise par le salaire d'un ouvrier de Whirlpool, je leur ai demandé, ça fait 500 ans. Il faut imaginer un salarié de Whirlpool travaillant depuis l'invention, depuis la guerre de Marignan à peu près, la bataille de Marignan en 1515, pour arriver, travaillant depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, pour égaler une année de salaire de Jeff Fettig. Et ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose, parce qu'il faut donner des images. Ça veut dire que c'est comme si tous les salariés de Whirlpool Amiens, mais aussi le sous-traitant Prima, mais aussi la centaine d'intérimaires qui interviennent régulièrement, comme si ces 500 personnes-là travaillaient pendant 1 an pour égaler le salaire, les revenus de monsieur Jeff Fettig. La totalité des salariés d'Amiens, c'est égal à ce seul bonhomme, à lui tout seul. Donc déjà, on peut dire que c'est une situation qui est indécente. Mais ce qui est encore plus indécent, évidemment, c'est que qui coûte trop cher, nous dit-on, c'est pas monsieur Jeff Fettig, ce sont les salariés d'Amiens qui coûteraient supposément trop cher. Il y a 15 jours, 3 semaines, je me trouvais chez la maman de Linda. Linda, elle est aussi en vacances, c'est la directrice du centre périscolaire de mes enfants, et elle m'a emmené chez sa maman. Il me semble qu'elle est là, sa maman. Vous pouvez applaudir ça, la maman de Linda. Parce qu'elle a organisé une réunion politique dans son salon. Et je pense que ça devait être la première fois qu'il y avait une réunion politique qui s'organisait dans ce salon-là. Donc on a été accueillis
par un garçon surnommé Cacahuète. Linda lui a dit « Comme tu es bien habillé aujourd'hui, Cacahuète », il a dit « Oui, bah oui, parce qu'aujourd'hui, je dois servir. » Donc je me suis bien habillé et on aurait cru, en effet, qu'on était dans un lycée hôtelier, c'est pareil. Vous aviez mis la table comme il fallait, les napperons, tout ça. Bon, et puis il y avait le sucre qui était en place. Cacahuète avait bien fait son travail. Il y avait là toute la rue Saint-Pierre, enfin un paquet de personnes de la rue Saint-Pierre. Il y avait les sœurs, les beaux-frères, il y a Sandra qui est là, un peu toute la famille qui était rassemblée. Il y avait Pascal qui travaille à la mise en rayon à Carrefour, Michaela qui est assistante matérielle, Georges qui est retraité, bon et ainsi de suite, et Laurent qui est pâtissier, et il y avait Denis, ouvrier chez Whirlpool depuis 1992. Je l'ai vu aussi tout à l'heure, Denis. Peut-être qu'il ne va pas se dénoncer, mais Denis est là aussi. Bon, et Denis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a une prime chez Whirlpool. La prime, c'est 120 € à l'année. Mais comme j'ai accompagné ma fille pendant 50 minutes chez le dentiste, je n'ai pas touché ma prime cette année. Alors, où vont ces 120 €? Ben, ces 120 €, ils vont dans quelques tuiles du château de Monsieur Jeff Fettig. Mais la difficulté, c'est que Denis et ses camarades, ils ne voient pas Jeff Fettig sortir de leur château et venir leur dire à eux, vous savez, vous gagnez trop, vos revenus sont trop chers. Il y a un tas de délégations, il y a des DRH, il y a des services communication, il y a des directeurs de sites et tout ça qui permettent d'étendre la chaîne entre les deux. Et du coup, ça ne suscite pas la révolte comme ça pourrait la susciter si ça jamais il sortait directement de sa baraque. Et résultat, le risque, évidemment, avec cet éloignement entre le travail et le capital, comme l'adversaire, cet adversaire n'est pas visible, c'est qu'on retrouve d'autres adversaires qui, eux, sont visibles à la place. C'est quoi ? C'est le salarié du privé contre le fonctionnaire, c'est le travailleur contre celui qui est désigné contre assisté, et c'est évidemment le français contre l'immigré. C'est-à-dire qu'on va chercher des adversaires qui sont des adversaires visibles immédiats. Plutôt que d'aller chercher notre véritable adversaire sur le plan de finances, et donc cet éloignement entre le travail et le capital nous fait oublier cette leçon simple de Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Alors, je vais passer à William McNabb, parce que comme on a été long avant, je saute. Vous voulez un paragraphe sur Fillon? Bien, on se fait pas Fillon. Bon. Qui veut Fillon? Qui veut pas Fillon? Oh bordel! Et la démocratie directe, c'est compliqué, alors là... Bon allez. Voyons, on passe la photo de Fillon, on la voit la photo de Fillon. Je vais faire rapide. Mais c'est le retour des seigneurs. Le voilà lui aussi qui est devant son château et qui vient vous dire que c'est vous avec votre sécurité sociale, c'est vous fonctionnaires, c'est vous qui coûtez trop cher au pays et qui se fait le chantre de l'hyper-austérité. Vraiment, ça rappelle, enfin, on est revenu au temps de, vous savez, la grande jacquerie, en 1358, elle est partie de Picardie. C'est ici qu'on a mis le feu au château pour commencer. Hein. Le slogan c'était « Paix au hameau, feu au château ». Alors, j'ai sauté Macron quand même. Vous voulez pas de Macron, hein. Par contre, je veux bien la flotte, moi. Alors, maintenant, j'en étais où? Ah oui. William McNabb. Est-ce qu'on peut voir sa photo à William McNabb? Ah, vous sentez tout de suite qu'il est dans votre camp, même si vous ne connaissez pas, hein. Alors, William McNabb, qui c'est William McNabb? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu de culture dans cette salle? Ou qui a un téléphone portable qui répond vite? C'est le PDG de Vanguard Group. Qu'est-ce que Vanguard Group? C'est l'un des plus gros fonds mondiaux qui gère 3000 milliards d'euros. Alors pourquoi j'ai choisi ce fonds-là? Eh bien parce que Vanguard Group, c'est l'actionnaire principal de Whirlpool. C'est-à-dire que c'est le patron, quelque part, de Jeff Fettig. Mais ce William McNabb, ce fonds est aussi actionnaire de d'autres entreprises. Comme c'est l'actionnaire principal aussi de Monsanto. Cette entreprise qui déverse le Roundup, tous les pesticides, le lasso, les OGM. Le cancer pour les agriculteurs qui polluent nos rivières
qui a déversé l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. En voilà l'actionnaire principal. C'est l'actionnaire principal aussi de Exxon, la marée noire en Alaska en 1989. C'est eux. C'est eux qui financent aussi des lobbies pour nous dire que le réchauffement climatique n'a rien à voir du tout avec l'industrie pétrolière. C'est aussi l'actionnaire de Dow Chemical. Dow Chemical, c'est Bhopal 1984. Bhopal 1984, c'est 20 000 morts, c'est encore 300 000 malades. Et c'est eux qui font toutes les chicaneries pour ne pas payer les victimes de cette catastrophe industrielle. Enfin, The Vanguard Group, c'est aussi l'actionnaire de Foxconn. Foxconn, le sous-traitant de Apple en Chine, surnommé les usines à suicide. Alors je vous cite tout ça. Donc Vanguard Group, à la fois actionnaire prioritaire principal de Whirlpool, de Monsanto, de Exxon, de Dow Chemical, de Foxconn. Je vous dis tout ça pour vous dire que les travailleurs de Picardie, d'Inde ou de Chine, ils ont le même ennemi. Et il ne faut pas séparer l'écologie et le social non plus parce que c'est la même bataille. Il y a la même bataille dans tous ces combats, c'est la même bataille contre le même adversaire. Et la bataille qui est engagée, c'est celle pour ne pas laisser notre destin entre les mains de ces seigneurs. Pas seulement pour les sèche-linges, mais aussi pour l'avenir de la planète. Il y a une petite nouvelle dans le Courrier Picard, je vous la montre. C'est une nouvelle de cette taille-là. Vous voyez la taille du truc ? Et pourtant, c'est une nouvelle qui est dramatique, et je trouve que la taille qui est donnée à cette nouvelle est doublement dramatique. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un nouveau pic de pollution. Il est remonté, et ça se termine, donc c'était un samedi dernier, hein, ça fait 10 lignes, comme ça. Et ça nous dit quoi? À la fin, il est recommandé à l'ensemble de la population, et plus particulièrement aux personnes sensibles, d'éviter les activités physiques. Voilà à quoi on est en train de s'habituer quand on voit la taille de cette nouvelle dans le Courrier Picard. C'est-à-dire on est en train de s'habituer au fait qu'on conseille à nos enfants de ne pas sortir pendant les récréations, de ne pas faire de sport et puis tout ça. Voilà la taille que ça fait quand pendant une journée on conseille ça à nos enfants. Est-ce que c'est ça que vous voulez comme avenir pour vos enfants? Et pendant ce temps-là, on va faire traverser l'Europe à des camions Whirlpool pour livrer des sèche-linges depuis l'autre bout de l'Europe. Et pendant ce temps-là, il va y avoir du jambon, des cochons qui vont partir à Parme en camion et qui vont venir en Hollande sous forme de jambon de Parme sur l'étiquette. On va laisser les camions traverser l'Europe en toussant. Vous savez, il y a un truc que je dis, c'est que moi j'ai grandi, il y avait des hirondelles. J'adorais regarder les hirondelles. On savait que quand elles volaient bas, c'était parce qu'il allait y avoir de l'orage. Vous pouvez regarder d'ores et déjà, mes enfants, ils grandissent sans voir d'hirondelles quasiment. Vos enfants, ils grandissent sans voir d'hirondelles. Je pense que c'est un symptôme de ce qu'on ne peut pas accepter. Parce que si on les laisse faire, on sait qu'ils iront jusqu'au bout. Ils raseront les forêts, ils videront les mers des thons, des baleines, des sardines, ils pressureront les roches, ils feront fondre les pôles, ils noirciront l'Alaska, ils sauveront les banques avec nos retraites, ils solderont les routes, les îles, les jardins publics aux plus offrants. Tout ça, c'est si on les laisse faire. Donc évidemment, la question, c'est aussi la question de notre soumission, c'est comment ça se fait que jusqu'ici, on les laisse faire. C'est le truc, hein. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, et c'est bien pour ça qu'on a choisi, c'est pour ça que nous disons Picardie debout. Alors dans tout ça, il y a des complices. Vous avez compris que mon adversaire, c'est toujours la finance, le changement de discours, c'est pas pour maintenant. On a eu François Hollande qui disait mon véritable adversaire n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti, et pourtant il gouverne. Des noms et des visages, vous avez vu qu'il en a. Mais les partis, il les a presque tous. La finance, elle gouverne avec presque tous les partis. Alors, j'ai choisi la fleur, mais en fait, je pense que ce sont eux qui sont le plus des pantins. La fleur comme symbole, mais je pense que les pantins, ce sont avant tout eux. Ce sont avant tout eux les marionnettes de la finance. On voit les grosses ficelles. Alors, je saute Pascal Demarthe. Bon, j'en viens au communiqué sur Whirlpool, pour en rester à Whirlpool toujours. Le communiqué publié par Brigitte Fourré, maire d'Amiens, Alain Geste, député de la Somme, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Ce communiqué s'intitule « Colère et incompréhension ». Et ça commence comme ça. C'est avec colère et incompréhension que nous apprenons la décision de Whirlpool. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Le coût du travail est moins élevé en Pologne, Whirlpool l'explique dans son communiqué, donc ils partent en Pologne. Le raisonnement est quand même simple. Un gamin de 5 ans comprend ce raisonnement. Qu'est-ce que tu dis, José?
Bah oui, Parisio Siège de France. Parisio Siège de France, qui fabriquait des meubles, partis en Roumanie. Hein? Eh oui. Oui, maintenant ils le disent. Ce qu'ils disent, c'est que maintenant, en plus, ils disent qu'ils partent en Pologne. Avant, ils disaient pas, Parisio, ils n'ont pas dit qu'ils partaient en Roumanie. Mais Goodyear, c'était la même histoire, c'était la Pologne. Moi, le premier plan social que j'ai fait, ça a été le lave-linge chez Whirlpool. Le lave-linge est parti à Poprad en Slovaquie. C'est la même histoire qui se répète depuis 30 ans et ils viennent nous dire « Ah ben on ne comprend pas ». Alors dans leur communiqué, cette fermeture répond à des impératifs exclusivement fondés sur la rentabilité financière. Quelle surprise! Ils croyaient que Whirlpool c'était une association philanthropique? Non mais je sais pas quoi. Ils croyaient que c'était le Secours catholique. Alors on a eu le meilleur, c'était Alain Geste sur RTL. Cette délocalisation, c'est pour faire plaisir aux actionnaires. Putain mais... Et le mec, il a fallu qu'il fasse des études pour découvrir ça, quoi. Alors, vous allez voir, ensuite, ça va chauffer sur les décisions qui sont prises. Si Whirlpool ne consacre pas tous les efforts à la réindustrialisation, il faudra que les Français, premiers consommateurs, soient informés de la façon dont l'entreprise fabricante de produits grand public n'assume pas ses responsabilités à Amiens. Elle doit trembler, hein. Whirlpool, ça doit trembler là-bas. Ils doivent avoir les chocottes là-haut. Hein. Si on leur dit que, bon, attention, on va tenir informer les gens que... Oh là 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 là. Alors le plus drôle, c'est quand ils demandent, les gestes pour et tout ça, ils disent « Il est aujourd'hui la responsabilité du gouvernement de faire de la réindustrialisation de l'Amiénois une priorité nationale. » C'est les mêmes qui, avec Fillon, veulent massacrer l'État, qui viennent vous dire maintenant, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour réindustrialiser le site. À un moment, il faut quand même faire des choix, quoi. Donc, moi, je dis tout ça parce que ce que je dis, il y a un enfant de 5 ans qui comprend tout ça. Pourquoi? Il y a un mot qui est absent de tout leur communiqué. C'est le mot Europe. Ce mot Europe, il est absent. Or, c'est au centre de la problématique. C'est la possibilité, évidemment, de partir en Slovaquie, en Roumanie et ainsi de suite, où le coût de travail est moins cher. C'est normal qu'ils ne veulent pas le mettre ça en lumière, puisque à la fois l'acte unique européen, je signale que l'acte unique européen, qui est voté en 1986, mis en application en 1993, c'est le critère décivil, c'est ça qui donne le plus de libre circulation des capitaux et des marchandises. Et c'est un traité qui, à l'époque, est voté par toutes les organisations politiques, y compris le Front National. Le Front National a voté pour la libre circulation des capitaux et des marchandises en Europe, par toutes les organisations politiques, sauf le Parti communiste. Donc, comment ça se fait? Moi, ma question, c'est comment ça se fait que ça peut durer comme ça depuis 30 ans et que depuis 30 ans, on laisse faire? Qu'on laisse faire, ça a débuté d'abord le textile avec la famille Saint, avec Saint-Frère, ça a été l'ameublement, Parisio, ça a été la métallurgie, ça a été la chimie, je dis même les chips ont quitté la Picardie, quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste même plus les patates. Et ça fait 30 ans que ça dure, et comment ça se fait que pendant 30 ans, eh bien, on laisse faire? Je pense que la question centrale, c'est parce que ce sont des ouvriers. Parce que ce sont des ouvriers qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, eh bien, ça peut continuer tranquillement. Vous savez, quand on touche, moi je suis journaliste, quand on touche à l'avantage fiscal des journalistes, le lendemain, ça fait des pataquès pas possibles. Vous voyez? Si jamais, mais il se trouve qu'on n'est pas mis... Moi, jamais mon patron, quand j'ai travaillé pour Mermet à France Inter, il me disait, bon, bah, on a trouvé un reporter roumain, il est vachement moins cher que toi, et puis tout ça, il me disait jamais ça. Mais si jamais ça avait été ça, ça aurait fait... imaginez qu'on dise, bon, bah, finalement, le député roumain, il est beaucoup moins cher, le député polonais, il est à 2000 €. Le député français, c'est à 7100 €. Le député polonais est à 2100 €. Donc là, il y a des gains de compétitivité à faire là-dessus. Vous voyez, on peut gagner, le coût du travail peut être diminué sur le... Et encore, je suis mesuré parce que le député bangladais, on a regardé, il est à 164 € par mois. Vous voyez? Mais si jamais on disait, allez hop, délocalisation de l'hémicycle à Varsovie, mais le lendemain, tous les députés, ils feraient une loi, un projet de loi, c'est pas possible, c'est interdit, ça peut pas marcher comme ça. Mais tant que c'est pour des ouvriers, ça peut durer pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, non seulement il n'y a pas de loi, mais il n'y a même pas une véritable discussion sur ces questions à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que je proposerais si j'étais député?
Un truc simple, et puis qui c'est qui l'a dit tout à l'heure? C'est l'un des salariés de Bouydoul qui a dit plus aucun produit en France. Alors je ne parle pas de boycott, moi. C'est toi qui l'as dit. Je parle pas seulement de boycott parce que le boycott c'est un truc individuel, c'est chacun qui va faire son geste au supermarché et on sait que massivement ça marche pas. Je parle d'une loi, moi. D'une loi qui interdit tout produit Whirlpool sur le territoire français. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Si on n'est pas assez bon pour produire, pourquoi on serait assez con pour les acheter? Alors on me dit, alors j'ai eu des réflexions, c'est une logique simpliste. Vous voyez, ben c'est vrai, je suis assez basique moi comme garçon. Mais vous trouvez qu'ils sont très élaborés eux en face? Ah ben on part en Pologne parce que c'est moins cher, on part en Roumanie parce que c'est moins cher, on part en Slovaquie parce que c'est moins cher. C'est aussi, ils ont une logique qui est vraiment simpliste et qu'ils mettent en œuvre depuis 30 ans. Et ben je suis désolé, mais face à ça, je suis partisan aussi de mesures simplistes. Alors, si ça vous dit, déjà on peut commencer par une pétition. Qui voudrait signer la pétition ici? Bon alors, vas-y, balance la pétition. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez la signer en rentrant chez vous, d'accord? Mais la démocratie du clic, ça suffit pas. Moi, je tiens à dire que qui ici serait prêt à accompagner les Whirlpool si jamais ils décidaient de descendre à Paris? Ouais, criez un peu parce que là, franchement, vous êtes endormis, c'est pas possible. Bon, allez. Allez, je vais vous chauffer un peu parce que ça va pas là. Vous allez répéter, vous direz après moi, flic secours avec nous. Picardie debout! Picardie debout! Non, vous dites flic secours avec nous. Picardie debout! Picardie debout! Oh putain, je vous entends pas là, ça va pas là. Picardie debout! Bon, ça va un peu mieux. Bon, on est en Picardie quand même. Hein. Bon. Ah, voilà! Bon alors, je vais vous dire... Ah, il y a une citation que j'aime bien. Je vous dis mon adversaire principal. Mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Il y a une citation que j'adore de Samuel Huntington. Donc c'est le gars qui a dit, qui a prôné le choc des civilisations. Mais en 1975, il est à un truc qui s'appelle la Commission trilatérale, qui est un super think tank qui rassemble l'Europe, les États-Unis et le Japon. Et il a cette phrase. Le problème dans toutes les démocraties occidentales, c'est qu'il y a trop de démocratie. Le peuple se prend au sérieux. Or, pour en finir avec cette attitude et que les dirigeants puissent diriger, il faut installer de l'apathie politique. Voilà le programme que délivrait Huntington en 1975. Et bien voilà ce qui est notre principal adversaire tous les jours autour de nous. C'est l'apathie politique. C'est ce sentiment de résignation, de fatalisme, qu'on n'y peut plus rien. C'est en fait un vaste sentiment d'impuissance. Je vais citer c'est comme s'il y avait un immense aquabon autour de nous. Et c'est contre ça essentiellement que tous les jours on doit combattre. C'est contre ça qu'on a lutté porte à porte, rue à rue, la semaine dernière à Flic Secours pour essayer de dire aux gens non, il y a encore des possibilités de faire des choses. Il y a une phrase que j'aime bien, alors c'est d'un auteur très conservateur, nationaliste, qui s'appelle Maurice Barrès, mais il dit ceci. Que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance, voilà une condition première de la paix sociale. Pourquoi il y a la paix sociale dans ce pays? Parce que jusqu'à maintenant, vous êtes convaincus que vous ne pouvez rien faire. C'est ça le problème. Si vous prenez conscience que finalement vous pouvez faire quelque chose, eh ben, si vous en prenez conscience et confiance, eh ben, ça peut vraiment changer. Il suffit d'un déclic que ça prenne, quoi. C'est Orwell qui dit le but de la propagande est de produire le découragement des esprits, de persuader chacun de son impuissance. Et moi, je suis convaincu au contraire, c'est qu'on est puissant. Nous sommes puissants. Je pense que c'est un truc que déjà, vous pouvez ressentir ce soir. Si vous êtes... Vous savez, la puissance, ça passe pas seulement par les discours du tout. Mais rien que le fait d'être nombreux, de faire du bruit, mais putain, vous en faites pas de bruit aussi? Mais vous en faites pas de bruit! Oh! Bon. Mais je pense que le sentiment de puissance, il passe par ça. Il passe par les corps aussi. Alors, dans tout ça, à quoi va servir mon élection? Eh bien à ça, je crois. À reprendre puissance. Je pense pas que ça soit une fin, je pense que c'est une étape sur le chemin. Vous savez, l'appétit vient en mangeant, la victoire appelle la victoire. Moi, je pense que le peuple, il est comme un malade en convalescence.
Et il faut lui trouver le moyen de faire le premier pas qui lui permettra peut-être de faire un second pas. Mais si vous lui dites, ah, on va aller à la rupture avec le capitalisme, voilà, les mecs, ils arrêtent tout de suite parce qu'ils sont découragés. On leur dit, c'est comme s'ils étaient malades, on leur demande de battre le record du saut en longueur d'un seul coup. Ben, je pense qu'il nous faut accumuler des petites victoires pour reprendre conscience et reprendre confiance. Et alors, il ne s'agit pas d'être seulement dans la défense, dans l'emploi, mais il faudra aussi être dans l'attaque. La sécurité sociale à 100%, le SMIC à 1 500 €, les hausses des petites retraites, la fin du travail détaché, les embauches dans l'hôpital et dans l'éducation, le revenu maximal et ainsi de suite. Il va falloir que tout ça, on le conquiert. Mais on va pas se mentir, et les gens le savent, et je prends pas les gens pour des cons. Ils le savent que demain, il est peu vraisemblable qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale qui mette le SMIC à 1 500 €, qui propose le revenu maximal, qui impose une sécurité sociale à 100%. Je l'espère, je le souhaite, je me battrai pour, mais les gens ne sont pas bêtes. C'est pas le sentiment qui domine dans le climat politique aujourd'hui. Et c'est pour ça que... Alors, à quoi ça peut servir dans ce cadre-là? D'abord, moi, je crois que je peux vous représenter. J'aurai une fierté à le faire. Mais je veux dire que déjà, rien que de le fait de... Je pense qu'il y a une souffrance simplement à ne pas être représenté. Moi, c'est quelque chose que j'ai éprouvé dans mon adolescence, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir des idées, d'avoir une révolte en moi, et qu'il n'y avait personne qui portait cette révolte, il n'y avait personne qui parlait pour moi. Vous voyez, quand j'ouvrais les médias ou quand j'entendais autour de moi. Et j'éprouvais ça comme une douleur. Et c'était devenu une douleur physique, j'attrapais des boutons. C'est pas une blague, hein, vraiment j'attrapais des boutons. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui réagissent comme ça, qui contiennent vachement ça. Et alors, par exemple, quand j'ai vu Serge Halimi, donc l'auteur des Nouveaux Chiens de Garde, que je suis directeur du Monde Diplomatique, il est passé dans une émission qui s'appelait Arrêt sur image, et qui a dit tout le mal que je pensais des médias. Putain, mais ça m'a fait un bien fou. Rien parce qu'il avait exprimé, c'est-à-dire poussé dehors. Exprimer, ça veut dire pousser dehors. Il avait exprimé ce que je ressentais. Mais quand j'ai vu Xavier Mathieu renvoyer David Pujadat dans les 22 mètres en lui disant « Mais attendez, quoi, vous me dites que c'est nous qui sommes violents, mais c'est eux qui sont violents en face et le renvoyer comme ça, mais c'est comme un éclair dans la nuit. » La nuit, elle est longue. C'est comme un éclair dans la nuit elle est longue, mais on se souvient quand même des éclairs. Je pense qu'il y a dans la fonction député, c'est pour ça que je brigue ce mandat, quelque chose qui s'appelle la fonction tribunicienne. C'est-à-dire qu'on vient porter la parole du peuple. On fait des lois, certes, il y a des lois à faire, mais il y a aussi le fait de porter la parole du peuple, le fait de le représenter, et je dirais, dans l'Assemblée nationale et en dehors. Parce qu'il ne faudra pas en rester à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe dans les urnes, alors ça me rappelle, tiens... quand j'ai fait le tractage chez Whirlpool, c'était vendredi dernier, il y a un mec, il y a un ouvrier de chez Whirlpool qui a dit « Moi, je vote Marine Le Pen pour les faire chier. » J'ai dit « Mais vote pour moi, je les ferai encore plus chier. » Voilà. Mon objectif, si vous me donnez l'écharpe, c'est de continuer à faire ce que je fais, mais en les faisant chier à la puissance 100 avec l'écharpe, quoi. Puis il y a autre chose aussi, il y a que je regrette souvent, moi je suis, vous savez, on est porté par des mythes, il y a des choses qui vous traversent. Moi je suis porté par la Révolution française, par cette espèce de mystique mythique de la Révolution française. Et ce que je trouve de beau dans les députés pendant la Révolution française, c'est qu'ils votent en leur âme et conscience. Les camps sont très mouvants. Or, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années par exemple? C'est qu'on a eu des députés qui votaient aux petits ordres des partis. Vous voyez? Et pas du tout en leur âme et conscience. Et je pense que ça, c'est problématique. Et moi, je voterai en effet en mon âme et conscience. Alors, il y a un jeune qui m'a demandé, quand je lui ai annoncé que j'allais me mettre au SMIC, il m'a dit bah, « Pourquoi tu fais ça alors ?» Vous voyez? Parce que... Bah oui. Parce que j'ai dit que j'allais pas toucher les 7100 €, mais que j'allais me mettre au SMIC, ça fait partie de mes 3 mesures. Mon mandat est révocable, hein. Si vous n'êtes pas content, vous pétitionnez et je démissionne. C'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est vous qui gérez mes réserves parlementaires, avec un jury populaire tiré au sort. Et la troisième mesure, je me mets au SMIC. Et il y a un jeune qui m'a dit, mais alors pourquoi tu fais ça si c'est juste pour toucher le SMIC? Parce qu'il croyait que c'était pour gagner plus de pognon, quoi. Alors pourquoi je fais ça?
bon, je pense que d'abord, on aime bien vivre des aventures. Je pense que si vous êtes ici ce soir, et puis ceux qui sont venus faire du porte-à-porte et qui se lancent dans notre bataille, c'est parce qu'aussi, c'est la chanson de Brel, pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Eh bien, déjà, je pense que dans des semaines à venir, on va pas s'ennuyer, ça va déjà être ça. Mais par ailleurs, il y a de même que pour vous, je disais, moi je veux vous rendre un sentiment de puissance, mais moi je veux l'avoir aussi, ce sentiment de puissance. Or, il y a plein de moments où je me bagarre et je me sens seul. J'ai mes moments de découragement. Je me sens isolé. Par exemple, je me souviens d'un moment pendant le conflit sur la loi travail, l'an dernier à l'Assemblée nationale, au ministère du Travail, je vais pour essayer de poser 2 questions à Myriam El Khomri ou à son cabinet, mais 2 questions toutes bêtes, quoi, vraiment toutes bêtes. Et qu'est-ce qu'on m'envoie? On m'envoie les renseignements généraux, on m'envoie les vigiles, on m'envoie la préfecture de police, on m'envoie tout ça. Et bon, alors, il y a 2 solutions. Soit je me fais virer, et à la limite, je me fais virer par les flics, comme il y a une caméra et qu'on est au ministère du Dialogue Social, quelque part, j'ai gagné. Soit la deuxième solution, c'est que je vais devoir passer la nuit là, et il y a Johanna qui est en train de m'apporter un sac de couchage pour dormir là. Bon, je veux dire, je frise, et parfois je suis complètement dans le pathétique. Hein. Vous savez, après, c'est comme Merci Patron. On a l'air héroïque comme ça, mais c'est parce qu'on choisit les scènes au montage aussi, quand même. Hein. Il y a quand même plein de moments où on a les bras ballants et tout ça. Et où on est découragé. Et c'est ce que disait tout à l'heure Elodie, je trouve, c'est-à-dire que là, ce qu'on me propose, c'est d'être protégé par l'écharpe. C'est de pouvoir faire la même chose, mais en étant soutenu par vous, en ayant vos voix qui renforcent ma voix. Un truc que j'aime bien aussi dans les députés pendant la Révolution française, c'est qu'il y a en permanence quelque chose qui se passe entre ce qu'il y a à l'intérieur de l'Assemblée nationale et ce qui se passe à l'extérieur. Ça passe de l'un à l'autre. Et là, et moi, si jamais je suis élu, c'est juste, je ne serai qu'un point d'appui. Si vous luttez pas, je pourrai rien faire pour vous. Il faut que les gens ils se prennent je pourrais être un point d'appui dans vos luttes. Je compte bien, par exemple, si les Whirlpool arrivaient et que j'étais à l'Assemblée nationale, opérer une marche qui nous mène de Amiens jusqu'à Paris, rassembler du monde, avoir un meeting devant l'Assemblée nationale qui rassemble 10, 20 000, 50 000 personnes pour venir poser cette question de l'interdiction des produits Whirlpool sur le territoire français, de manière à créer un rapport de force et que ma voix à l'intérieur de l'Assemblée nationale, parce que je serai tout seul, enfin on ne sera pas nombreux à porter ça, et bien que ma voix elle sera renforcée par vos 10 000, 20 000, 100 000 voix dehors. Mais il faut qu'il y ait en permanence cette passerelle entre les luttes dans la rue et le fruit des urnes. Mais ça ne peut pas être un isolement à l'intérieur. Alors vous savez, c'est vrai, c'est là vous allez vous battre pour 1 sur 577. Hein. On va se bagarrer là-dessus. Bon, d'abord, moi je crois à la force du non. Si jamais les 11 et 18 juin vous votez pour moi, ça aura du retentissement, ça sera un non qui aura du retentissement. Ça c'est une phrase de Malraux, d'André Malraux, je vais le faire sans son bégaiement, mais bon. Le mot non fermement opposé à la force possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. L'esclave dit toujours oui. Et ben voilà l'objectif, c'est qu'un non résonne dans la première circonscription de la Somme, les 11 et 18 juin. Et puis, je crois beaucoup au scrupule. Vous savez, le scrupule en latin, c'est le petit caillou. Moi, je pense que je sais faire ça. Je sais être un petit caillou. Mais vous savez, quand vous avez un petit caillou dans la chaussure, vous pensez plus qu'à votre pied. Ben voilà, je serai le petit caillou. Mais vous savez, j'ai vu Sophie de Menton, qui est une nana du patronat, je l'ai croisée dans une émission de télé, elle m'a dit « Ah, c'est vous qui avez traumatisé Bernard Arnault ?» Attendez. Traumatisé, vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois qu'en effet, quand on est ce petit caillou, eh ben, ça peut apporter des choses derrière. Alors... Il y a aussi que je sais pour qui je lutte. Je vais juste vous donner une anecdote, j'avais pas prévu la caser maintenant, mais... je sais, vous savez, samedi dernier, j'étais à la salle Daniel Ferry, au repas
des communistes de Longo. Parce que c'est ce que j'aime bien dans la période que je vis et que j'espère que ça se poursuivra. Moi, je crois qu'on est sauvé que par les autres, de toute façon. Et si on reste tout seul, on se noie. Et là, justement, j'ai l'occasion de faire plein de belles rencontres et des gens qui viennent me parler et tout ça parce que je me retrouve avec un nouveau statut et ça me... Voilà. Et moi, j'arrive pas à lutter contre des grandes généralités, contre la précarité, contre le libéralisme. J'ai besoin de lutter pour des gens, pour des corps, pour des vies, pour des gens concrets. Et samedi dernier, à la fête du Parti communiste de Longo, il y avait Michael qui était là, qui n'est pas membre du Parti communiste, il était venu parce que sa belle famille venait, et il me racontait sa vie, qu'il faisait la plonge, avant il faisait la plonge à l'hôtel Le Campanile, et il était enfermé dans une petite cahute, à voir passer des assiettes tout le temps, il avait l'impression de crever à l'intérieur de ce truc et d'être traité comme une merde, comme une grosse merde, il me disait. Donc un jour à un barbecue, il a croisé un mec, ils étaient un peu tous bourrés, et le mec lui a dit, bah voilà, moi j'ai monté un hôtel dans les Yvelines, si tu veux, tu viens me rejoindre et je te mettrai directeur adjoint. Bon, le mec était bourré, donc Michael a rappelé le lendemain en disant, mais attends, ta proposition d'hier, c'était sérieux? Et le gars lui a dit, oui, c'était bien une proposition sérieuse, tu peux venir, tu viens. Et donc, bon, bah, Michael est parti, donc ça fait, je crois, 4-5 ans qu'il vit dans les Yvelines. Enfin, il a sa femme à Longo, et il part du lundi au vendredi. Il habite du lundi au vendredi dans les Yvelines. Et je lui dis, bah alors, et t'as des enfants? Il me dit, bah non, je peux pas avoir d'enfants. Parce que, imagine, ils vont savoir dire maman, ils sauront jamais dire papa, ils me verront jamais. Vous voyez? Et il me dit, mais puis moi, ma vie, c'est ma Longo. Tu peux pas imaginer quand je vois le panneau Longo le vendredi soir, je respire. Et je dis, bah t'as l'air triste. Bah, ouais, il me dit, oui, j'ai pas la vie que je voudrais. Mais en même temps, il dit, je sais bien que les gens qui sont ici, donc dans cette salle Daniel Ferry, eux non plus, ils n'ont pas la vie qu'ils voudraient. Moi, j'ai besoin de Michael, parce que ça nous rappelle à ce pourquoi on lutte. C'est mon carburant. Ne pas oublier ces personnes que... voilà, il faut des corps, il faut des chairs, et qu'on sait qu'on lutte pour les gens dans la salle Daniel Ferry de Longo, dans toutes les salles Daniel Ferry du pays et même du monde, pour que tous, ils vivent un peu plus la vie qu'ils voudraient. C'est pas la vie idéale, mais au moins un peu plus la vie qu'ils voudraient. Pour ça, dans les semaines à venir, déjà, il y en a dans cette salle qui ont fourni beaucoup d'efforts pour qu'on soit aussi nombreux ce soir et pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'on arrive à lutter contre, je dirais, le fatalisme, la résignation et le marinisme, à sortir de ça. Ça demande, donc, et dans les semaines à venir, on va encore avoir à labourer le terrain dans tous les sens. Quartier après quartier, rue après rue, maison après maison. Tout ça pour une circonscription sur 577. Mais il y a une valeur de l'exemple. Vous savez, comme quand dans mon film, je sauve les Clures, enfin entre guillemets, quand les Clures sont sauvées, ça se passe à Forest-en-Cambrésis, mais je sais que les gens qui vont voir le film, ils vont pas se dire « Ah tiens, c'est quelque chose qui vaut que pour Forest-en-Cambrésis ». Je sais que les gens qui vont voir ce film, ils vont en tirer une leçon universelle. La leçon, elle est simple dans le film, c'est nous sommes parfois plus forts qu'on ne pense et ils sont parfois plus fragiles qu'on ne le croit. Et de la même manière, je pense que si jamais, dans cette circonscription populaire, où il y a aujourd'hui un vote Front National qui est énorme, si jamais on arrive à montrer qu'on n'est pas voué à aller vers ce glissement vers le pire, parce que dans les gens de notre coin, il y a de la fibre rouge en dessous. Il y a plein de gens, il y a de la fibre rouge en dessous. Il y a du brun. Et du brun au sens de merde, et du brun au sens de la couleur brune, la couleur du Front National, il y a du brun qui s'est mis dessus. Mais on peut le nettoyer et on peut retrouver cette fibre rouge qui est en dessous. Alors, si on réussit ça ici, vous savez, ça sera... Alors tout à l'heure, il y a un journaliste de François qui m'a dit c'est christique. Bah peut-être que oui, je suis peut-être pas seulement traversé par le mythe de la Révolution française, mais bon. Mais je dirais que si on réussit ici, vous savez, c'est une lumière qui s'allume dans un tunnel. Quand il fait noir dans le tunnel et qu'une lumière s'allume, il y a du monde qui regarde la lumière qui s'allume. Je pense que si on réussit quelque chose ici, c'est un fondement pour la gauche, non pas de demain, mais pour la gauche d'après-demain. On pose les bases d'une force enthousiaste, volontaire, populaire et combative. Alors, je termine la citation qui nous a guidés depuis le début. Donc, il va falloir bosser, hein, parce que c'est pas gagné. Hein. C'est vraiment maison après maison, rue après rue, les copains après les copains, la famille, les cousins, les collègues de boulot et tout ça, si on veut réussir
à accrocher le deuxième tour, à être vainqueur au deuxième tour. Je termine sur une citation de Victor Hugo, qui est une citation qui nous a guidés depuis maintenant 1 an et demi, qui parle d'étonner la catastrophe, parce qu'on sait ce qu'est la catastrophe qui pourrait se dessiner devant nous. Et Victor Hugo dit ceci: tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Voilà notre programme, camarades. Alors, Vincent ? Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Tu veux vraiment que ça change et que ça bouge? Lève-toi car il est temps. En levant le poing vers la lumière, en levant le poing et en serrant les dents, nous réveillerons la terre entière. Et demain nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain.